Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. Bonsoir JL. Bonsoir tout le monde. J'espère que nous avons du monde avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Donc on y va? Allons-y. Parfait. Donc bienvenue à toutes et à tous à ce 4e Coffee Talk du club 1 minute 30 Casablanca. Donc nous sommes à notre 4e live maintenant, depuis maintenant un mois je pense. Alors comme vous le savez, 1 minute 30 Casablanca est une agence conseil spécialiste de l'inbound marketing à 360 degrés au Maroc et nous avons lancé ce club il y a un mois justement. Ce club est destiné à tous les responsables, directeurs marketing, communication, digital, brand manager, product manager. Il a pour mission d'aborder des sujets d'actualité ou des thématiques qui peuvent intéresser les cadres du marketing et de la communication, et puis de pouvoir animer la réflexion et d'enrichir le débat entre professionnels. Alors aujourd'hui, ce soir, nous avons décidé de vous parler des startups et de l'inbound marketing à 360 degrés. Effectivement, moi je veux juste ajouter, c'est qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée de penser à l'inbound marketing, et bien vous allez voir que c'est vraiment tout à fait complémentaire des besoins et des désirs d'une start-up de choisir l'inbound marketing 360 degrés. Donc, durant ce live, ces 30 minutes que nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème-là, pourquoi nous avons fait le lien entre les startups et l'inbound marketing à 360 degrés. Et puis, dans un deuxième temps, nous vous dirons comment le mettre en pratique tout en mettant en avant des business cases réels, donc des cas réels que sur lesquels nous avons eu l'occasion de travailler. Enfin, en tout cas, quelques-uns. Alors, pourquoi l'inbound marketing à 360 degrés et les startups? On va commencer par définir en fait les concepts. Quand on parle de startup, on sait ce que c'est qu'une startup tous aujourd'hui. Une startup, c'est une entreprise qui est innovante et qui a un potentiel de croissance et de valorisation qui est très élevé. Par contre, elle doit passer en amont par une phase d'expérimentation où elle va stabiliser son business model pour pouvoir le scaler par la suite. Donc, c'est cela la définition de start-up. Et c'est pour ça aussi qu'on la lie souvent à cette image de fusée qu'on voit tout le temps dans toutes les communications auxquelles nous sommes exposés. Alors, quand on parle d'inbound marketing à 360 degrés, en fait, c'est aussi une nouvelle philosophie du marketing qui est orientée client et qui passe par différentes cultures. La première culture qui est celle du positionnement différenciateur, comment être différent des concurrents. Deuxième culture, l'obsession client. Donc là, on étudie vraiment les clients de l'entreprise ou de la marque. On les étudie vraiment en profondeur. On vous expliquera comment par la suite. Puis ensuite, on passe à la mise en place de la stratégie digitale et de l'écosystème digital pour passer par la suite à la stratégie d'appât ou la stratégie de contenu. Alors, je dirais que la photo illustre bien, au fond, la philosophie de l'inbound marketing, parce qu'on fait toujours ce parallèle avec la pêche. Eh bien, dans l'inbound marketing, vous lancez un filet de pêche avec un certain nombre d'actions et effectivement, vous récupérez un maximum de poissons. Exactement. Et puis, en fait, quand on met en place une stratégie d'inbound marketing à 360 degrés dès le début, on pose la base d'une communication et on pose la base d'une communication durable et d'un business model qui peut être durable pour la startup. Donc, on ne perd pas de temps à communiquer à droite à gauche sans avoir un branding, sans avoir une obsession client, sans avoir un marketing qui est personnalisé. Ça permet vraiment de poser les fondamentaux dès le départ. Voilà, donc c'est ce que nous avons dit sur les startups lorsqu'on les a définies. Idem pour l'inbound marketing. Voilà, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, l'inbound marketing est à la fois une philosophie, mais elle nécessite la mise en place d'outils qui constituent, je dirais, le process du parcours client. C'est-à-dire que vous verrez, il y a un certain nombre d'outils et, comme m'a dit Jeanne, un certain nombre d'appâts qui va poursuivre le parcours client et qui va vous permettre justement de faire en sorte que c'est le client qui va venir vers vous au lieu que vous alliez le chercher. Alors effectivement, avec Gia, nous avons pensé que
c'est effectivement très intéressant d'associer la start-up et l'inbound marketing 360 degrés parce qu'au fond, comme vous allez le voir, c'est un mariage d'amour et de raison. D'amour parce que l'inbound marketing est tout à fait dédié à la start-up et puis c'est un mariage de raison parce qu'il y a un certain nombre d'outils que nous allons vous conseiller. Alors, on sait très bien que que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc, quand on lance en fait une start-up, on a besoin de se fixer des caps, de se dire voilà, horizon 2 ans, un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà où c'est qu'on a envie d'être. Ben, c'est de même pour la stratégie d'inbound marketing. Il faut fixer un cap et se donner par la suite les moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous adoptez l'inbound marketing, vous avez mis en œuvre une stratégie qui a des objectifs. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans tous les sens. Vous ne vous laissez pas aller à voguer sur l'eau en disant j'espère que je vais trouver des clients. Vous allez voir qu'il y a un chemin. Et si vous suivez ce chemin, à l'exemple de ce que nous faisons avec Gian, eh bien, ça marche. Donc voilà, c'est vraiment la définition de l'inbound marketing. Comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Alors vous voyez même déjà l'économie. Au lieu que vous ayez à avoir une force de vente ou passer un temps fou pour faire ce qu'on appelle du marketing push, eh bien ce que nous allons vous suggérer, c'est d'avoir une démarche justement contraire, un marketing pull, qui va faire que le client par lui-même va avoir envie de vous appeler. Voilà, et c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et non plus l'inverse. Parce que justement, si vous n'avez pas une attitude de suiveur, ou comme je le dis avec Gian souvent, si vous n'avez pas une stratégie du rétroviseur, c'est-à-dire de rechercher par le passé quels sont tous les besoins, etc., et que vous imaginez une offre que vous avez testée, sous la forme test and learn, eh ben vous êtes déjà différent. À vous de répondre, bien sûr, à des besoins, mais d'imaginer d'une manière périodique une nouvelle offre. Et alors, vous voyez ce qui est intéressant. Certains me disent, oui, mais quelquefois, la nouvelle offre, ça ne fonctionne pas, etc. C'est pas grave, mais vous avez eu la capacité d'attirer. Je vous donne une petite anecdote. Nous avons travaillé pour l'Office de tourisme de Tours. Et alors, quand l'Office disait, oh là là, nous avons personne qui vient dans l'Office, dans le magasin, mais vraiment, on est malheureux. Alors, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils offraient. Bon, alors évidemment, ils offrent les visites des châteaux de la Loire. Bon, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai vu qu'ils faisaient une visite des châteaux de la Loire en montgolfière. Alors, je dis, oh, mais ça, c'est curieux comme offre. Il me dit, non, 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 écoutez, monsieur Chapiro, personne, les gens sont des gens du 3e âge, personne ne monte en montgolfière. J'ai dit, vous allez mettre une petite montgolfière dans la vitrine et vous allez dire que c'est une offre particulièrement étonnante. Eh bien, ils l'ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens sont entrés dans le magasin. Beaucoup de gens ont été attirés par cette offre. Effectivement, ils ne l'ont pas choisi in fine, mais en termes de circulation et de fréquentation, il y a eu une augmentation considérable du nombre de passagers, du nombre de visiteurs de l'office. Donc, si vous imaginez des offres, soit qui sont inattendues, qui sont anachroniques, mais qui a quand même un lien avec votre activité, eh bien, vous avez une augmentation considérable de demandes. Alors ça, c'est le fameux Henry Ford. Vous savez ou vous ne savez pas que jusqu'à aujourd'hui, la T2, et oui, ça a été la voiture la plus vendue dans le monde, et elle l'est encore. Tous les Américains avaient la T2. Et Ford disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ah ben, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Ah ben, il ne l'a pas fait, il a inventé la T2, il est devenu richissime. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on vous a expliqué, en fait, on vous a présenté pourquoi est-ce qu'on a lié l'inbound marketing à 360 degrés aux startups, maintenant, on va vous dire comment le mettre en pratique quand on dirige une startup, tout en vous présentant un certain nombre de cas. Quand on parle de start-up, on parle d'un environnement, de certains paramètres qui vont composer son environnement, donc à savoir les cibles, le positionnement différenciateur. On va parler de stratégie d'océan bleu que certains peut-être parmi vous connaissent. Et puis, on va parler de communication à 360 degrés. Alors, quand on parle de cible, quand on est une start-up et qu'on décide, en fait, quand on décide de lancer une start-up, on est sur un domaine d'activité
bien donné, bien défini. Ça peut être un domaine d'activité, un secteur d'activité B2C ou B2B. Donc, avant d'asseoir le positionnement, il va falloir qu'on s'intéresse aux cibles, à qui on va vendre finalement. On vendra nos produits ou nos services à qui? Est-ce que ça va être des particuliers? Est-ce que ça va être des entreprises? Quel segment d'entreprise? Quel segment en particulier? Et donc, il va falloir faire un effort pour connaître les cibles à qui nos offres, en tout cas, vont s'adresser. Donc, c'est de là qu'on parle de création de buyer persona. Et donc là, on répond dans cette phase d'analyse des buyer persona, on répond dans chaque segment client qu'on aura défini. On va déterminer en fait le persona idéal. Et puis, on va étudier le profil à la fois rationnel et émotionnel de ce persona. Donc là, on verra parmi les éléments qu'on va regarder, c'est son niveau de digitalisation. Donc, est-ce qu'il est digital native? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il aime le circuit classique de communication, à savoir se faire approcher par des vendeurs, par des commerciaux, par téléphone, etc. Ou est-ce qu'il passe plus de temps sur le digital et donc il est plus accessible via digital? Il faut regarder quelles sont les craintes de ce persona. Qu'est-ce qui lui fait peur? Quels sont ses points de douleur? Regarder les défis. Alors les défis, c'est les challenges, c'est quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il a un objectif de satisfaire un besoin? Est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il y a un désir derrière caché auquel il va falloir répondre, etc. Il faut regarder les habitudes d'achat. Comment est-ce que le persona achète? Est-ce que c'est sur un circuit digitalisé ou un circuit classique, via des commerciaux, ou directement en rentrant en contact avec l'entreprise? Et puis, on verra. Et puis, à la fin, on regarde aussi les canaux de communication. Donc, est-ce qu'il passe encore une fois par le digital ou est-ce qu'il passe par le circuit classique? Je ne sais pas si, Gabriel, tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, simplement, c'est comme tu l'as très bien dit, Jeanne, c'est que cette approche que nous avons n'est pas liée uniquement aux besoins. Et nous avons une formule que nous aimons bien avec Jeanne, c'est de dire le désir précède le besoin. Et donc, il faut à la fois réfléchir et percevoir les désirs des personas et évidemment les confronter aux besoins. Mais c'est bien d'associer les deux parce que je pense souvent le désir crée l'impulsion, l'insight, comme on dit, qui va susciter même l'émergence du besoin. Donc sachons étudier les deux. Alors voilà un exemple de fiche que nous avons. Vous voyez, c'était pour une société dans le domaine du tourisme, de voyage, Nouvelles Frontières, bien connue. Eh bien, quand on analyse un persona, vous voyez qu'il y a des aspects rationnels et puis des aspects émotionnels. Donc, vous voyez, il y a sa bio, donc voilà, ça c'est très rationnel. Puis on termine par ses centres d'intérêt, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Si on veut faire de la communication, on va se positionner dans des sites qui sont liés à ces centres d'intérêt. Et puis son comportement média, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle visite comme site. Et donc, ça permet d'avoir un profil, comme l'a dit Jeanne, rationnel et émotionnel. Alors, ce qui est intéressant, nous l'avons fait pour un client qui est dans le domaine du... Alors ça, avec Julie, c'était du B2C. Là, on est dans le B2B. Là, Dorman est une société de recouvrement de créances. Bon, un des leaders en France. Eh bien, ce qu'il faut savoir est arriver par des interviews à percevoir les arrière-pensées des clients et de dire, quand ils disent, oui, moi j'ai besoin d'avoir un prix, rapport, qualité-prix. Non. Souvent, il y a d'autres, justement, critères qui jouent et c'est à nous, par des interviews, ce que nous faisons, de bien arriver à percevoir les arrière-pensées, là, des différentes cibles de la société Dorman. Et quand on a trouvé ces différentes typologies de besoins, voire de désirs, en termes d'efficacité, au lieu de faire une communication générique, une communication tous azimuts, il est intéressant de segmenter justement chacune de ces cibles, de définir des personas qui sont adaptés à ce client et de faire une communication spécifique. Je vous donne un exemple. Au milieu, par exemple, vous voyez, les endormis. Eh bien, pour la société Dorman, les endormis sont ceux qui avaient demandé des informations à la société Dorman. Bon, et puis comme on l'a écrit, qui ne sont pas réveillés, qui n'ont pas poursuivi, qui se sont arrêtés. Eh bien, vous allez voir que quand on a déterminé le volume et la typologie justement de ces endormis, eh bien, on a la slide suivante. Eh bien, on leur a fait du emailing spécifiquement dédié à la typologie des endormis. Et on a écrit
4 raisons pour redécouvrir le cabinet Dorman. Vous voyez, on aurait pu dire 4 raisons pour découvrir le cabinet Dorman. Et non, parce que les endormis, ils ont déjà une information, ils ont déjà une connaissance de la société Dorman, donc il faut adapter le texte à leur typologie. Et donc, on l'a fait avec chacune des, je dirais, des typologies que vous avez vues précédemment. Et évidemment, ça a eu une efficacité beaucoup plus grande. Alors, donc, il y a 3 critères en fait fondamentaux quand on parle aussi d'analyse de persona. Donc, c'est de voir en fait le digital journey, c'est de voir en fait le parcours du client sur le digital. On revoit naturellement le comportement relationnel et émotionnel avec la marque et puis ensuite on regarde les freins à l'achat d'une prestation. Alors, juste reviens là parce que c'est intéressant. Quand on est une start-up, vous voyez, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à analyser justement les personnages. Si vous n'avez pas le temps avec Jihad, on se polarise souvent sur ces 3 critères fondamentaux. Parce que si vous disposez de l'information sur Customer Digital Journey, moi j'aime bien le mot de journée, c'est pas de nous, c'est d'une société qui s'appelle Oracle, qui a inventé cette terminologie, parce que le mot journey en anglais veut dire voyage. C'est bien, parce qu'effectivement, un client peut aussi bien voyager, entre guillemets, pour ses activités professionnelles comme pour ses activités personnelles. Ensuite, bien analyser le comportement, comme on l'a vu, relationnel, émotionnel, et les freins. Donc, si vous n'avez pas le temps, ces 3 critères sont vraiment la base de votre démarche pour l'analyse des personnes. Et donc, sur la première étape, on regarde les informations générales démographiques, donc l'âge, les salaires, lieu de résidence, la CSP à laquelle appartient le personnel. On regarde en deuxième lieu les informations sur l'emploi, donc la fonction, le niveau de décision, les comportements socioculturels, donc les pôles d'intérêt comme ce qui a été dit tout à l'heure et le style de vie. Et puis aussi et surtout les points de douleur vis-à-vis du produit ou du service ou vis-à-vis de la marque. Ça, c'est très important. N'est-ce pas, Gabriel? Et puis, comme Jeanne le montre, eh ben, les 2 critères les plus fondamentaux qui guident l'émergence de typologies différenciatrices, c'est ce qu'on vient de voir, le Customer Digital Journey et le comportement émotionnel. Exact. Donc voilà, ça reprend ce que nous avons dit. Ça, quand vous faites un questionnaire, vous posez les questions, je dirais, basiques, sans oublier les 2 ou 3 questions préalables qu'on vient de citer. Alors là, c'était pour vous raconter une anecdote qui aussi est assez amusante et qui est quand même très signifiante. À côté des points de douleur, à côté du comportement, à côté de l'analyse du persona, le problème est fondamental en communication comme en marketing, c'est ce qu'on appelle le touching point, c'est-à-dire où trouver le produit, c'est-à-dire le point de contact. Alors, je vous raconte une anecdote tout à fait réelle, elle est très connue dans le milieu marketing, c'est l'histoire de Joshua Bell. Il y avait une société à New York, une agence de pub, qui avait un client dans le domaine du retail, enfin dans le domaine du mobilier. Et alors, la société de retail disait, oh là là, on est tellement connus, nous sommes tellement connus, on peut se mettre n'importe où à New York, mais vraiment dans le fin fond, on n'a même pas besoin de dépenser des sommes folles. Les gens, parce que nous sommes très connus, viendront de toute manière dans notre magasin. Et l'agence de publicité disait, mais non, vous savez, il faut être là où passe le consommateur. Si vous n'êtes pas, le point de contact ne se trouve pas sur le parcours de votre consommateur, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais les gens n'iront pas vous voir. Alors, la société était dubitative. Alors, cette agence, le patron de cette agence connaissait très bien Monsieur Joshua Bell. Alors, Joshua Bell aux États-Unis en 2007, c'est la star du violon. C'est le plus grand violoniste. Et pour la petite histoire, il faisait payer entre 500 et 800 dollars la place au Metropolitan Opera. Alors, le patron de l'agence a demandé au Joshua Bell d'aller jouer, voilà, pendant une matinée à la station de métro Rockefeller Center le matin, et le patron de la société de retail disait, s'il joue dans le métro le matin, mais il y aura une émeute, parce qu'il est tellement connu, il est tellement brillant. On va voir. Donc, ce Joshua Bell, par amitié, se met à jouer des choses merveilleuses de Mozart, de Schubert, etc. Le matin, voilà, dans la Rockefeller Center, et même avec humour, il met un petit béret, un petit chapeau pour voir si les gens vont mettre un peu d'argent.
lui qui fait payer quand même 500 à 600 dollars la place au Metropolitan Opera. Alors il joue. Et moi, j'ai d'ailleurs, on m'a passé, j'ai eu le film, j'ai la vidéo de cette manifestation. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que personne ne s'est arrêté. Si, les seules personnes qui s'arrêtent dans la vidéo, ce sont les enfants qui, émus par la musique, et les parents énervés prennent l'enfant par la main et disent non, 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 il faut s'en aller, etc. Et alors, toute la matinée, le grand Joshua Bell, qui fait payer des sommes folles pour sa prestation au Metropolitan Opera, il a reçu en tout et pour tout, dans son béret ou dans son chapeau, 15 dollars. Alors, il était tellement malheureux, il était tellement sidéré qu'ensuite, il a demandé, l'histoire veut, il a augmenté ses prix au Metropolitan Opera pour se déculpabiliser ou du moins penser qu'il a toujours beaucoup de talent. Mais ça veut dire quoi? Que si vous n'êtes pas là où passe votre client, eh ben quelle que soit la valeur de vos produits, vous ne serez pas acheté. Absolument. C'est la morale de l'histoire, c'est d'être sur tous les points de contact avec le client, que ce soit digital ou physique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de parcours digital aujourd'hui. Exactement ce que dit Jeanne. Et donc, c'est l'histoire de ce Joshua Bell, malheureux comme tout, un matin dans un métro. Pas n'importe lequel. Bon. Donc, une fois que nous regardons nous avons tout à l'heure vu les cibles. Donc, une fois qu'on regarde en fait les cibles de la startup, on passe au positionnement. Donc, ce positionnement va asseoir son identité de marque, c'est son branding, c'est qui moi je suis en tant que startup dans l'environnement en tout cas dans lequel j'agis, qu'il soit local ou international. Et donc là, enfin, derrière le positionnement, on veut passer de l'indifférence finalement à la différence. Il faut qu'on nous reconnaisse dans notre singularité, dans notre proposition de valeur. Comme le dit très bien Jeanne, hors la différence, point de salut. Et là même, je serais un peu très ferme et très absolu. Si vous n'arrivez pas à dégager un positionnement différenciateur, c'est-à-dire votre différence, je dirais d'un mot un peu anglais, forget it. Vous pouvez faire ce que vous voulez, toucher les cibles que vous voulez, dépenser des investissements, ça ne marchera pas. Il faut arriver à comprendre, à analyser que c'est votre succès dépend de votre différence. Et alors, je me suis permis cette phrase parce que, effectivement, dans le cadre de la différence, c'est quand même éminemment opportun d'associer la logique du rationnel qui est le cerveau à l'émotion du cœur. Alors Thomas Jefferson a eu une très jolie phrase, et pour nous avec Jeanne, on est tout à fait sensible à ça. Il n'est pas important d'être le meilleur dans ce que vous faites, il vaut mieux faire ce que les autres ne font pas. Ça doit être votre mantra. C'est vraiment la démarche absolue et à tout moment, c'est-à-dire est-ce que je suis toujours différent? Vous voyez, Jeanne, la société 1 minute 30 Casablanca, a choisi de manière ferme, de manière très volontaire, de présenter, de promouvoir l'inbound marketing 360 degrés. Ben, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont ce déterminisme. Voilà. Et donc voilà, quand on définit le positionnement, merci Gabriel pour le petit mot. Donc le positionnement, c'est l'art d'imaginer une image qui est distinctive et spécifique d'une société, d'une entreprise ou d'un produit vis-à-vis des cibles concernées. C'est-à-dire que voilà, je suis ça, je ne suis pas ça. Quand je suis ça, je ne vais pas être autre chose. Et si je fais tout, enfin après on tombe dans des commodités, je veux dire, on n'est plus dans la création de valeur ajoutée avec une offre qui est une proposition de valeur vraiment bien spécifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est notre suggestion à Jeanne et moi, c'est que il vaut mieux que vous restiez sur une niche dont vous pouvez vous approprier la plus-value, vous pouvez vous approprier l'image, vous pouvez vous approprier les succès, que de vouloir élargir l'offre en pensant que de toute manière, il y aura quelqu'un qui va être intéressé. Non, si vous dépensez de l'énergie, des sommes, de l'investissement dans un élargissement qui vous rend indifférent, ben vous avez perdu. Voilà, et donc toute la stratégie de communication, au final, elle se décline du positionnement et de la ligne éditoriale qui va être induite du positionnement qu'on aura choisi. Alors, notre suggestion à Ginema, c'est que prenez le temps avec nous, seul, mais vraiment de bien définir votre positionnement, qui est la clé de votre succès.
Alors voilà ce que l'on fait quand on fait une plateforme de marque. Ça, c'est plutôt classique. On ne va pas s'y arrêter, mais vous voyez, vous devriez avoir un document dans lequel vous mettez l'accent sur d'abord votre positionnement, avec une signature, c'est-à-dire un slogan qui se trouve en dessous du nom de marque, mais nous sommes favorables, non pas le slogan qui est un slogan factuel. Je déteste quand on dit la société Roudoudou, leader de la chimie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fait. Il faut une signature qui engage. Une des plus belles signatures que j'ai remarquées, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, c'est une société de location de voitures qui s'appelle Avis, et ils ont comme signature qui est très très bien, parce que c'est une signature qui engage, qui est une signature volontariste. Ils disent « Avis, we try harder ». Nous en faisons beaucoup plus. Eh bien ça, c'est une très bonne signature. Vous le remarquerez, les signatures qui ont du sens, c'est une signature qui engage la société. Et puis après, à vous de mettre noir sur blanc votre vision, votre ambition, vos missions, vos valeurs. Alors, je vous en prie, ne prenez pas des valeurs rituelles du style « nous sommes honnêtes, nous sommes disponibles, nous sommes là quand vous le voulez ». Trouvez des valeurs qui correspondent à votre positionnement. Et ensuite, on définit le style, le ton et le contenu qui font partie de la plateforme de marque. Voilà. Alors là, c'est notre démarche originale, à Gian et à moi, c'est que pour trouver ce positionnement, vous avez deux méthodes. Une méthode qui ne marche pas du tout, ou qui vous pouvez passer du temps avec 3, 10, 15 personnes autour d'une table et en train de refaire le monde. Je sais qu'il y a des méthodes où on colle des petits papiers au mur avec des mots. Ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à se disputer. Non, moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Par contre, on a avec Gian étudié à peu près, je ne sais pas, 300, 400, 500 campagnes de communication et on s'est aperçu qu'on pouvait élaborer les positionnements de toutes les campagnes que l'on a étudiées selon 4 territoires. Territoire A, territoire B, territoire C, territoire D. Alors, qu'est-ce que sont ces territoires? Le territoire A, c'est de définir le positionnement d'une entreprise ou d'un produit selon le couple argument rationnel et la promesse de l'entreprise. Dans le territoire B, c'est pas pareil. On met l'accent sur le bénéfice d'utilisation de la société avec des arguments rationnels. Dans le territoire C, on arrive dans l'affectif. Donc, on met en avant le bénéfice d'utilisation de l'entreprise, mais avec des arguments affectifs. Et par contre, dans le territoire D, on met l'accent sur la promesse de l'entreprise, mais avec des arguments affectifs. Alors, pour que on soit bien clair, et pour vous montrer que c'est intéressant d'avoir à étudier les 4 positionnements avant d'en choisir un, je vous donne un exemple aberrant, exprès. Je peux vous montrer vraiment les différences. Imaginons que Renault, la société bien connue de voitures, ait créé une nouvelle Clio, voilà, une nouvelle petite voiture. Alors, je fais exprès pour être un peu distinctif. Je vais dire, on va dire, a créé une nouvelle voiture avec 8 airbags, allez, à bas la varice, et une calandre en or massif. Bon, pourquoi pas. Si je suis dans le territoire A et que je veux être différenciateur, là, il suffit de dire acheter la Clio, la nouvelle Clio, car c'est la seule voiture qui dispose de 8 airbags et d'une calandre en or massif. Le fait même de mettre l'accent sur les plus-values produits qui sont de fait même différenciatrices, vous avez un positionnement. Si je suis dans le territoire B, vous ne dites pas tout à fait la même chose. Vous allez dire achetez cette nouvelle Clio, car c'est la seule voiture qui peut se prévaloir de vous offrir un maximum de sécurité avec un look avant-gardiste. Donc vous voyez que là, on met l'accent sur la perception du résultat de l'utilisation des plus-values produits. Mais on est dans le bénéfice de la cible. Si je suis dans le territoire C, il faut être dans l'affectif. Alors dans l'affectif, en général, on parle de celui qui achète. On parle de la personnalité de l'acheteur. Et là, on dirait, par exemple, dans le territoire C, pour être distinctif, si vous achetez cette nouvelle Clio, vous pouvez vous prévaloir d'une personnalité tout à fait étonnante, axée sur la sécurité et sur l'art contemporain. Là, on parle affectivement de l'acheteur. Et par contre, dans le territoire D, il faut parler en affectif je dirais de l'interne d'une société. Alors à ce moment-là, on dit achetez la nouvelle Clio, car vous êtes sûr qu'avec cet achat, vous disposez d'une voiture qui a été fabriquée,
conçue avec autant de passion par les ouvriers, la maîtrise et les ingénieurs. Donc vous voyez qu'avec un seul et même produit, on a pu trouver 4 positionnements. Alors quel est le bon? Ben, il n'y a pas de réponse. C'est à vous, responsables de société, de dire parmi ces 4 positionnements, eh bien aujourd'hui, vu l'état du marché, vu ma propre, je dirais, analyse, eh ben, je préfère commencer par le territoire A, ou le territoire C, ou le territoire B. Ce qui n'empêche pas, moi je le fais souvent avec nos clients, c'est que vous pouvez commencer par un territoire et ensuite évoluer dans le temps en fonction des exigences du marché. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'avec ce type de démarche, de mapping de positionnement, vous avez vraiment fait le tour du propriétaire. Vous avez étudié 4 positionnements, et même si vous en choisissez un à la fin, parce qu'il faut en choisir un qui est ce qu'on appelle le positionnement corporate, le positionnement générique, vous disposez des autres positionnements selon des cibles adaptées à chacun d'eux. Tout à fait. Et puis après, nous, sur notre démarche, sur la manière avec laquelle on accompagne les clients, souvent on propose, suite aux entretiens qu'on fait avec les équipes, etc., et avec les cibles, 8 positionnements, donc 2 par territoire. Et on arrive sur des ateliers de co-création, parce que c'est important, encore une fois, que que l'entreprise s'approprie le positionnement qui lui parle le plus selon la vision, la détermination qu'elle a de positionner son entreprise dans son marché, ou sa marque dans son marché, ou sa start-up sur son marché. Et alors, comme le dit Jeanne, vraiment, nous vous encourageons à vraiment passer le temps. Alors, nous proposons de rester une journée entière avec vous pour élaborer toutes les étapes de ce positionnement, de la ligne éditoriale, du slogan fédérateur, de la nouvelle barre de navigation pour le site, et vous avez enfin, au départ même de toutes vos réflexions, de toutes nos réflexions en termes de stratégie de communication, stratégie digitale, contenu de marque, vous avez les fondations de votre démarche de communication. Alors voilà un exemple de ce que nous avons fait pour un hôpital, l'Institut hospitalier franco-britannique. Alors voilà le positionnement. Et ce qui était intéressant, c'est que je dirais les concurrents à l'Institut hospitalier franco-britannique, eh ben, avaient comme slogan, je pense à l'hôpital qui était très proche, l'hôpital Foch, en disant « Notre vocation, vous soigner ». C'est la moindre des choses, hein, qu'est-ce que peut faire un hôpital? Tandis que lorsqu'on a cherché une différence pour cet hôpital, pour justement lui donner une marque qui lui soit affective et rationnelle, on est allé dans la philosophie du care, c'est-à-dire une philosophie inventée par les Anglais qui met l'accent sur la bienveillance et sur le climat de confiance. Et donc, à partir de ce positionnement, deuxième étape, on est passé à la création de logos et de signatures. Donc, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, comme vous les voyez à l'écran. Maintenant, je ne sais pas si les gens peuvent interagir avec nous, mais voilà, bon, c'est ça. Je vais les inviter à deviner laquelle a été retenue. Est-ce que vous pouvez écrire peut-être dans le chat, je ne sais pas? Oui. Parmi les 5, quelle est celle qui a le mieux correspondu au positionnement que vous venez de voir? Peut-être que ça leur est difficile de s'exprimer. Bon, on annonce. Voilà. The winner is, voilà. Alors, on a proposé, au-delà du soin, vous comprendre, justement, il y a la philosophie du care, c'est-à-dire qu'on a senti que le soin, c'est obligatoire. Le soin, c'est, je dirais, la raison d'être même de l'hôpital. Par contre, vous comprendre et faire en sorte, ça a été vraiment l'organisation qui a suivi, même la communication a créé des exigences d'organisation, faire en sorte on a proposé à l'hôpital que le patient puisse retrouver quelque part son chez-soi, le même atmosphère qu'il avait à la maison. Voilà, donc au-delà du soin, vous comprendre, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas simplement un patient qui subit une thérapie, vous êtes unique dans votre situation. Exactement. Et là, ça montre qu'une fois qu'on a défini la stratégie, forcément, l'orga derrière,
on peut la revoir en fonction de cette stratégie et comment est-ce qu'on va la déployer. Voilà. Alors, vous voyez par exemple l'exemple du site. Grâce au positionnement, vous voyez que les couleurs sont des couleurs pastel, que on veut montrer que même la patiente se retrouve dans une atmosphère chaleureuse là avec son enfant. Et vous voyez à gauche, même les titres, les slogans, les intertitres, se sentir bien, reconnu et entouré. C'est exactement la suite logique du positionnement. Donc, vous voyez l'importance de commencer par le positionnement. On n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas commencé par l'étape primaire du positionnement et de la ligne éditoriale. Voilà, donc ça, c'est le deuxième bloc. Ça a été le deuxième bloc, en fait, qui est fondamental pour les startups. On a vu les cibles, on a vu le positionnement. Maintenant, on voudrait vous suggérer, en fait, la stratégie Océan Bleu. Donc, certains parmi vous la connaissent sûrement. C'est une stratégie qui est étudiée un petit peu partout dans les grandes écoles de commerce, ou qui permet, en fait, de sortir des océans rouges. Enfin, je vais parler un peu technique, pour aller sur des océans nouveaux, créer des territoires nouveaux, où on peut attirer en fait une clientèle, soit une clientèle qu'on a perdue, soit des non-clients qu'on va ramener vers nous grâce à certaines pistes d'innovation. Alors c'est rendons à César ce qui est à César. Le mot océan bleu, bon, ça vient d'un livre en anglais que je vous suggère, qui est très très bien, qui est d'un professeur américain qui s'appelle Shan Kim et qui a écrit un très bon livre, The Blue Ocean Strategy, la stratégie océan bleu dont on parle, Jian. Et donc, parmi les pistes... Alors, parmi les pistes, il y a 6 pistes qu'a Shan Kim a inventé. Bon, comme j'ai un ego surdimensionné, j'ai voulu en inventer une 7e. Donc là, je vous montre une piste de Shan Kim qui marche très très bien dans le domaine océan bleu. C'est que quand vous avez là, par exemple, un cinéma, eh bien, on est allé voir la personne du cinéma dit, oh là là, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont des enfants en bas âge. Et comme ils ont des enfants en bas âge, ils restent chez eux. Ben, c'est pas de nous, mais le directeur du marketing de ce cinéma a eu l'idée d'être de quoi? De faire une crèche au sein du cinéma. Et ben comme ça, les gens sont venus voir le film. Donc, quand vous avez un produit et que vous réfléchissez à l'environnement de votre prestation, vous pouvez trouver le service complémentaire qui va venir enrichir votre offre. Et ça, c'est une piste qu'avait effectivement trouvé Shan Kim. Alors nous, avec Jian, on a imaginé aussi ce qu'on appelle le principe APA. Il y a un jeu de mots parce qu'on pense à l'APA, voilà, la stratégie des APA, mais ça s'écrit pas APA. Et APA, avant, pendant, après. Eh bien ça, vous devriez le faire tous. C'est-à-dire, vous avez une prestation, à vous, avec les relations que vous avez avec vos clients, de voir qu'est-ce qui se passe avant qu'on vous appelle pour la prestation, pendant la prestation et qu'est-ce qui se passe après la prestation. Et c'est à vous à proposer je dirais, ce balayage de l'offre, parce que comme ça, ou bien votre client va prendre tout, ou bien il va prendre une partie, mais vous avez une offre cohérente, complémentaire, accessible. Et voilà le cas de la société Dorman, qui est une société de recouvrement de créances. Eh bien, la société Dorman, en interviewant ses clients, les clients disaient, oh là là là, oui, on est obligé de faire appel à vous, de recouvrir, parce que bon, on aurait dû avoir un service de renseignement commercial. On ne savait pas que cette société n'était pas très stable, n'était pas très en bonne santé. Alors, eh ben, on a proposé à la société Dorman d'avoir un département de renseignement commercial. Et puis aussi, des clients disent, ah, c'est dommage, si on avait suivi les factures, si on avait envoyé régulièrement la demande de remboursement, eh bien, ils ont créé un service de suivi des factures et ensuite un service de recouvrement de créances. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous analysez bien le contexte de votre prestation, vous pouvez trouver des actions à faire avant, des actions à faire pendant et des actions à faire après. Et bien, c'est à vous après de faire la communication sur cette offre, ces offres complémentaires. Tout à fait. Donc, après avoir vu quelques pistes en fait de l'océan bleu et une nouvelle piste que nous avons imaginée, là, on vous invite à regarder en fait ce qu'on recommande sur tout ce qui est stratégie de communication à 360 degrés. Et là, on sort avec un petit slogan qui est quand même assez fort, communiquer. Enfin, si on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on communique mal. Exactement.
Et en fait, quand on est une start-up, il faut que l'acte de communiquer soit directement lié à l'acte de vente. Il faut que l'acte de communiquer vous rapporte des clients, vous rapporte des demandes, vous rapporte des prospects, et il faut conclure. Absolument, parce que de toutes les manières, tout à fait. Parce que c'est ça qui va montrer le potentiel de croissance de la start-up et c'est ça qui va pouvoir séduire des fonds d'investissement pour venir, en fait, s'asseoir dans le tour de table et d'investir et d'y croire. Donc la communication doit être vraiment bien travaillée. Alors, au tout départ, ce qu'on vous recommande naturellement de construire, c'est votre site web, c'est votre blog, c'est peut-être une landing page si vous avez une application, si votre startup repose sur un modèle d'application. C'est de travailler votre référencement naturel et puis c'est de pouvoir activer aussi, enfin, essayer d'activer aussi le levier des réseaux sociaux. Donc, selon que vous soyez B2C ou B2B, vous choisirez les plus pertinents et les plus efficaces. Donc, mais au commencement, c'est vraiment le site web qui est important pour qu'on sache que vous êtes là, quelle est la nature de votre activité, quel est votre positionnement, comment on peut s'y retrouver. Et ça, c'est un outil qui va vraiment, enfin, c'est un actif, c'est même pas un outil, c'est un actif qui va vraiment beaucoup vous aider en termes de communication. Alors, vous voyez, quand vous faites avec Gianne, quand on fait des sites, on a une obsession, c'est l'obsession client. Et nous vous recommandons non pas de commencer à dire notre offre, qui nous sommes, nos produits, d'aller directement vers l'obsession client. Et vous voyez ici, c'est une société dans le management de transition. Ils ont deux cibles. Ils ont les managers de transition qui cherchent un job et ils ont les entreprises qui cherchent des managers de transition. Et bien, directement, sur le site, sur la page d'accueil, on a mis un call to action, trouvez votre manager, devenir manager de transition. On commence par s'adresser directement à votre cible avant même de montrer inéluctablement votre solution. Exact. Même chose pour même démarche. Alors là, c'est vraiment, avec Gian, un de nos succès, c'est vraiment une start-up qui a démarré il y a pas longtemps, il y a à peu près 1 an, et qui va devenir, et qui est en train de devenir une licorne. Alors, je suis très heureux qu'on ait ensemble travaillé toute la communication. Alors, vous voyez, il y a 2 choses à remarquer. Il y a écrit « Révéler la force de votre équipe ». Ça, c'est dû au slogan qu'on a trouvé lors de cette réunion de co-création pour définir le positionnement de la société Laponi. Qu'est-ce que c'est que Laponi? C'est une plateforme Internet qui permet de mettre en phase les collaborateurs de sociétés où il y a beaucoup d'absentéisme, la restauration rapide, le retail, le tourisme, et les gens qui sont en disponibilité peuvent aller sur cette plateforme et les managers qui sont affrontés, qui sont confrontés, et j'en ai vu des managers malheureux, à l'absentéisme. Bon, le matin, le comptable ne vient pas, le cuisinier n'est pas là, parce que bon, ce ne sont pas des métiers peut-être extraordinaires, et ils n'ont pas ce sens de la régularité. Et bien, grâce à cette plateforme, le manager, il pianote, et il peut trouver le collaborateur disponible qui peut venir dans la minute qui vient. Eh bien, ça a énormément changé les rapports entre les différents groupes humains, et c'est pour ça qu'ils ont accepté, quand on leur a proposé, révéler la force de votre équipe, parce que c'est dans l'équipe que quelqu'un ne veut pas être disponible, évidemment, peut remplacer quelqu'un d'autre, et donc il y a une ambiance très chaleureuse. Mais ce qui est intéressant, si vous allez lire les différents rubriques, c'est qu'au lieu, là encore, de parler de l'offre, on dit « je suis collaborateur »,« je suis manager », notre différence. Là encore, avec Gia, nous vous recommandons de commencer toujours directement par le statut de votre clientèle. Vous commencez en termes de site à mettre l'accent sur les désirs et les besoins de votre cible. Tout à fait. Comme ça, en fait, la cible, elle s'y retrouve très facilement. Elle voit que la communication est orientée vers elle. Elle n'est pas auto-centrée vers la marque, vers la start-up. Là, c'est un exemple de landing page. Là, on est sur du tourisme de luxe, de Golfi, qui a des différentes propositions. Et c'est encore une fois orienté client. Nous avons différentes propositions, différentes destinations, avec différentes propositions de prix. Donc, c'est là, encore une fois, on est sur quelque chose qui est orienté client. Ensuite, nous avons les blogs. Les blogs, c'est quelque chose qui marche beaucoup en France, Gabriel. Oui, très très bien. Et qui donne, alors, qui a plusieurs. D'abord, ça permet de raconter
faire du storytelling, ça permet un meilleur référencement, ça permet d'inviter des clients à écrire sur votre blog en valorisant leur plume. Disons que ça donne l'idée du dynamisme d'une société. Alors, on a, avec j'ai listé 10 bonnes raisons. Donc, vous voyez, le blog valorise vos clients, par exemple, c'est le 6e. Le 8e, le blog personnalise vos collaborateurs, parce que vous pouvez demander à vos collaborateurs, c'est ce que nous faisons, d'écrire tous les 15 jours un article, donc ça montre leur implication. Le blog participe à la création d'une communauté virtuelle, parce que vous pouvez ensuite réunir tous ceux qui ont écrit sur le blog, en faire une sorte de club. Et, comme je disais avec Agiane, on dit qu'il y a 10 bonnes raisons de concevoir un blog entreprise, et que voir, il n'y en a que 9. Sommes-nous vraiment, est-ce que nous nous sommes trompés ou pas? Eh bien, non. 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 Bien sûr que non. Voilà, parce que l'élément fondamental, ne soyez pas uniquement mus par la raison. Le blog doit être une source de plaisir. Il faut que les gens aient envie de lire. Alors, soyez impertinents, soyez décalés, apportez une touche d'humour. Vous voyez, par exemple, moi, quand nous faisons un blog pour des clients, nous, au lieu de l'appeler blog, souvent on l'appelle étonnez-moi. C'est-à-dire on pousse notre client à chercher des informations qui suscitent un intérêt où le plaisir domine. Donc ensuite, il faut bien entendu définir la ligne éditoriale et à partir de laquelle va découler tout le brand content, donc tout le texte qui va être écrit, que ce soit des articles de blog ou des livres blancs ou autres. Donc il faut toujours que ce soit en fait cohérent avec le positionnement et la plateforme de marque. Alors voilà un autre exemple. On est toujours dans la même démarche. Comment écrit-on les articles? Comment choisir les articles? Où trouver les articles? Eh bien, il faut se répéter. Tout cela ressort du positionnement. Vous lisez le positionnement que vous avez déterminé et en fonction du positionnement, vous avez les thématiques de vos articles. Vous voyez ce qui est écrit en gras, enfin en blanc, réaliser des projets c'est une société de management de transformation, de management de transition. Eh bien, ils ont décidé, enfin avec nous, de mettre l'accent sur des projets de transformation, l'engagement de résultats, une vision entrepreneuriale et l'expertise mondiale. Eh bien, on a la plateforme de marque. Il suffira par la suite que dans tous les articles, il y ait peu ou prou des articles selon ces 4 thématiques, projet de transformation, résultats, vision entrepreneuriale, et donc ça donne un corpus cohérent d'articles pour le blog. Tout à fait. Alors voilà un exemple. Vous voyez, par exemple, transformation numérique, ça fait partie de la transformation dont on a parlé. Les PME sont-elles vraiment préparées à cette révolution? Pourquoi on vous montre cet article? Parce que on va vous donner avec Jeanne une astuce. Pour intéresser le lecteur, souvent, ayez l'idée de commencer un titre par une interrogation. Parce qu'on s'est aperçu que quand vous avez un titre interrogatif, ça incite les gens à lire au lieu que quand il y a un titre conclusif. C'est une démarche qu'on a constatée, donc pas toujours, mais souvent, commencer par un titre interrogatif. Voilà. Et donc, une fois qu'on a parlé nous avons vu l'écosystème digital, sa création, son appui par les réseaux sociaux. Là, on passe à la stratégie de contenu ou la stratégie d'apport. Et cette stratégie, il va falloir en fait l'élaborer de manière cohérente avec le positionnement, la signature de marque, la plateforme de marque, mais il faut aussi l'élaborer et la produire selon le parcours client. Parce que comme vous le savez, on l'a pas mis, mais il y a un funnel de conversion. Donc on commence large, on amène des visiteurs, on doit les transformer, on doit les convertir en leads qualifiés pour ensuite les convertir en clients. Donc au début, on est en phase de sensibilisation sur le parcours. Et là, on peut mettre du contenu comme des rapports d'études, du contenu éditorial, donc des blogs, des rapports d'experts, des livres blancs, de l'infographie, de la web TV, de la e-newsletter, etc. Quand on est au milieu du funnel, dans la phase considération, là, on peut mettre des guides de choix, des webinaires, des podcasts, de la vidéo, de l'analyse comparative. Ça peut très bien marcher. De l'affiliation, des présentations à SlideShare. Et puis, à la fin, dans la dernière étape, en fait, de conversion où on est en phase de décision, là, on peut mettre en avant des offres qui peuvent être premium, des études de cas, des témoignages clients. Ça aussi, c'est très bien. Des offres d'inscription à des clubs clients,
des démos en live, du live chat. Donc tout ça, en fait, peut aider le closing de la vente. Et alors, comme dit Jian, ce que nous vous suggérons si nous collaborions, par exemple, c'est d'avoir une réunion trimestrielle où l'on met l'accent sur les types d'apparts que l'on va mettre en avant, qui vont constituer une sorte de route par étape, et pour chacun des apparts, il y a une stratégie de communication à la clé qui incite le prospect à venir vers vous. Alors voilà un autre exemple de Laponie dont on a parlé. Eh bien, vous voyez que pour inciter les gens à bien percevoir le positionnement de cette société Laponie, nous avons proposé un livre blanc, la plateforme digitale Laponie pallie l'absentéisme en temps réel. C'est leur cœur d'activité. Mais pour qu'il soit vraiment différencié dans l'esprit des cibles, nous avons imaginé 10 engagements. On n'a pas parlé de valeur, là, on a parlé de 10 engagements qui, vis-à-vis des deux cibles prioritaires pour Laponie, qui sont les clients et les collaborateurs, 10 engagements pour ne plus faire attendre vos clients et enchanter vos collaborateurs. Ben, il y a un livre blanc de 8 pages qui détaille les 10 engagements et qui illustre ainsi la différence de Laponie. Et ce livre blanc, en fait, là, il a été diffusé sur le digital à travers le site de la e-newsletter, mais aussi, ouais. Mais alors, c'est là où, avec Gian, on vous propose d'associer d'une manière intelligente l'inbound marketing avec, pourquoi pas, on l'a testé, une petite partie d'outbound. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est l'inbound marketing, mais quand on veut avoir des rendez-vous, c'est ce qui s'est passé. Notre client voulait des rendez-vous en présentiel. On a adapté l'action digitale par une action de marketing direct et on a envoyé nominativement à 150 dirigeants de restauration rapide un packaging. Alors, vous voyez en craft rouge, donc ça se voyait quand ils ont reçu ça en leur nom personnel, avec une lettre manuscrite, évidemment, qui a été ensuite photocopiée, mais avec à l'intérieur le livre blanc. Donc, le dirigeant, le PDG de tel ou tel grand groupe de restauration rapide recevait ad nominem cette action de marketing direct, et nous avons eu le plaisir de constater, ça a dû bien marcher, que sur 150 dirigeants, la société, notre client, a obtenu 20 rendez-vous. Eh bien, des rendez-vous en tête à tête, et évidemment, c'était l'objet de ça. Donc, vous voyez que associer intelligemment l'inbound marketing à des actions spécifiques de marketing direct, par exemple, eh bien, ça apporte des résultats très intéressants. Absolument. Et ce n'est pas que digital, c'est aussi la communication classique que nous avons, enfin, que nous pouvons adopter. Et là, nous avons un autre. Alors, là encore, c'est une autre. Vous voyez, on vous montre deux startups qui ont merveilleusement réussi, peut-être un peu avec notre aide, avec notre concours. Donc, Laponie, qui marche très, très bien. Et la Maison du Cerf, c'est aussi amusant parce que c'est une société qui font des déguisements à 1 500 € le déguisement pour des enfants de 5 ou 6 ans. Il faut trouver la niche, hein, il faut trouver les couples qui acceptent. Alors effectivement, c'est une clientèle particulière qui a à la fois d'ailleurs en France, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, dans des endroits où effectivement il y a un pouvoir d'achat élevé. Eh bien, nous avons fait ce qu'on vous recommande depuis le début. Nous avons élaboré d'abord un positionnement et chaque mot mis en gras constitue les mots-clés qui vont évidemment être, grâce à Google AdWords, grâce au SEO, grâce au SIA, devenir les fondations de la communication de Maison du Cerf. Et donc, vous voyez volontairement là, mais vous voyez, ce sont des choix qui ont été faits par le positionnement avec nous, c'est qu'on a dit à notre client, n'utilisez pas le mot déguisement. Parce que le mot déguisement, c'est assez difficile à convaincre que ça va coûter 1 500 € pour un enfant qui va grandir dans 1 an. Donc, on a parlé de costume haute couture. Donc, vous voyez, le positionnement, c'est faites entrer vos enfants dans un royaume féerique de princes et princesses où leurs rêves se transforment en réalité grâce à la magie de cette société, illustrée par la passion de la couture. Et donc, vous voyez qu'il y a même un point de réassurance où on a mis que les productions sont en édition limitée qui rivalisent d'élégance, de créativité, d'émotion. Et comme signature, après avoir choisi ce positionnement, et on leur a suggéré, Maison du Cerf, choisissez l'exception. Donc vous voyez que tout ça est cohérent,
tout ça est limpide, tout ça est linéaire, et ça va permettre, et ça a permis, toute une série d'actions de communication. Et l'intérêt de notre collaboration avec cette société, c'est qu'on leur a apporté cette cohérence. Alors, par exemple, eh bien, on fait pour eux maintenant des articles sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais on le fait avec un ton, un style, un caractère, parce que pour illustrer cette personnalité d'exception. Et par exemple, pour la petite histoire, cette société fabrique des déguisements, je dirais, à la manière de la période tsariste de Nicolas II. Eh bien, voilà, on a déguisé cette jeune petite fille, mais nous l'avons écrit. Vous voyez, on n'a pas écrit « Oh, regardez comme c'est beau, là, le petit manteau ». On a écrit « Au café Pouchkine à Moscou, une jeune princesse s'affiche ». Et quand on lit le texte, on se rend compte que ce n'est pas au café Pouchkine, mais qu'elle rêve d'être au café Pouchkine. Donc, on y a mis un ton, un talent, un esprit, une attitude, un comportement. Et je crois que la Maison du Cerf, évidemment, en est très ravie. Et on termine, bien sûr, par la signature, à droite, Maison du Cerf, choisissez l'exception. Oui, ça fait la différence, ça fait toute la différence en fait. Quand on fait ce positionnement, ce travail de signature Voilà. et cette ligne éditoriale. Alors, autre aspect qui peut être utilisé, ce sont les stratégies de webinaire. Donc, faire des webinaires enfin, c'est une des stratégies d'APA que les startups peuvent mener. Donc, prévoir une série de webinaires pour leurs différents segments de cible, pour parler de thématiques qui les intéressent, qui font partie du positionnement de la startup. Et donc là, elles vont communiquer sur voilà le thème du webinaire. Ils vont mettre de la photo, de la vidéo qui crédibilise un peu la thématique et les personnalités qui vont intervenir, ou en tout cas l'expertise et la légitimité des intervenants. Et puis on met en place des call to action pour confirmer les inscriptions. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est celle du gros hacking. Alors là, celle-ci, elle permet en fait d'avoir des clients très, très, très rapidement. Alors effectivement, quand on est une start-up, on le comprend très très bien, une des motivations primaires, c'est d'avoir vite des clients. Alors il y a des techniques, avec Gian, nous les connaissons bien, alors que, résumé d'ailleurs, c'est un terme américain, anglais, growth hacking, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Growth, ça veut dire croissance, et hacking vient du mot hacker, c'est-à-dire chercher, faire justement de l'extraction rapide des données, et effectivement, nous avons, nous, toute l'habitude, et puis nous avons l'expérience, de trouver des stratégies de data collection, comme on dit, pour permettre à une startup d'avoir très rapidement des données, des leads, et sur lesquels on travaille. Tout à fait. Et donc, la data, elle est extrêmement importante. On peut utiliser, quand on fait sa segmentation, on étudie les personas, on va aller identifier, par exemple, sur le secteur B2B, quels sont les comptes sur lesquels on a envie de se positionner. On va les sélectionner, on va faire un décryptage total de ces comptes. Alors, ça va passer par différents outils sur lesquels on peut piocher de la data de manière qui est autorisée. Vous avez notamment LinkedIn, les bases de données LinkedIn qui peuvent être exploitées, mais il y a d'autres outils que nous connaissons et que nous utilisons et qui fonctionnent bien. Ensuite. Alors, je me permets d'apporter ma part de vérité. Je suis d'origine slave et donc j'ai suggéré à Gian d'adopter la stratégie des matrioshkas, qui sont les poupées russes. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en Russie, quand on est un enfant, ou même quand on n'est pas un enfant, on reçoit comme cadeau des matrioshkas. Et bien, matrioshkas, c'est 5 poupées. Alors pourquoi il n'y en a que 5? Je ne sais pas. Mais ça va par 5. Et donc, quand vous avez des moyens limités en termes de start-up, nous vous suggérons d'adopter ces 5 actions prioritaires en termes de réseaux sociaux. Donc, vous voyez un blog d'entreprise, on en a parlé, des emailing récurrents pour soumettre, pour proposer les appâts. Google AdWords, c'est l'achat de mots-clés. Ensuite, de faire des messages, des articles sur des portails, sur différents sites. Et même, on le fait pas souvent, les gens l'oublient, il y a des sites dédiés spécifiquement aux journalistes, et ben c'est à vous de mettre des communiqués de presse. Donc, vous voyez que si vous avez quelqu'un disponible ou une société qui vous permet de manière régulière de pouvoir alimenter les réseaux sociaux avec ces 5 types d'actions, vous avez une communication complète. Voilà, et c'est des actions qu'on adapte en fait en fonction du secteur sur lequel nous sommes et en fonction du marché dans lequel nous intervenons.
Et puis, dernière chose, en fait, c'est la stratégie média digitale. Donc, une fois qu'on a mis en place l'écosystème digital, qu'on a mis en place, enfin, qu'on a été chercher la data, qu'on a mis en place la stratégie de contenu, eh bien, on met en place une strate de média digital. Donc là, ça permet en fait de diffuser et d'amplifier la diffusion des messages clés que nous passons. Euh, Vous voilà. voyez que ça s'appelle PESO parce que, bon, on reprend les initiales des 4 stratégies. Paid Media, c'est-à-dire là, vous payez pour, comme Google AdWords. Earned Media, c'est vous-même qui faites de la communication. Vous avez à l'intérieur de votre société quelqu'un qui écrit des articles, qui fait de la vidéo. C'est ce qu'on appelle de Earned Media. Shared Media, ben, vous partagez les articles, vous partagez les vidéos, vous partagez tout ce que vous faites. Et on media, c'est vraiment le côté très interne, c'est-à-dire que quand vous faites un site, vous faites un blog, vous faites du contenu, ça vous appartient, et quitte à vous d'ailleurs de le partager par le shared media. Donc, c'est une terminologie américaine qui s'appelle PESO, parce qu'on prend les premières lettres de chacune des actions. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Nous, on ne vous suggère pas de faire tout ça, mais c'est bien de l'avoir en tête et de faire des sélections selon vos objectifs. Absolument, il faut faire de l'arbitrage toujours. C'est ça. Mais le positionnement est extrêmement important. L'étude des cibles est extrêmement important. Et ça permet en fait d'établir sa stratégie de communication et puis d'arbitrer ensuite selon les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui est prioritaire par rapport aux différentes cibles qu'on priorise. Et voilà pour ce soir. Alors, nous aimons beaucoup avec Jeanne dire cette phrase parce que pour vous inciter à venir nous voir en partant d'une phrase que je trouve merveilleuse, une citation arabe, une main toute seule ne peut applaudir. En arabe, peux-tu Alors, le dire? ça m'est difficile. Ok, donc voilà. C'est pour dire que il faut chercher l'aide là où elle est et puis se faire accompagner pour réussir au mieux et puis être pertinent, être efficace. Et applaudir à votre succès. Tout à fait. Voilà, merci Gabriel, merci tout le monde. Merci Jeanne. On a été long aujourd'hui, particulièrement long. Je pense que c'est la première fois qu'on passe 1 heure. C'est bien 1 heure, c'est une bonne. C'est bien, c'est une bonne période quand même. Ouais. On va regarder si on a des questions, messieurs, dames, mesdames, messieurs. Si vous avez des questions, laissez-les sur le chat. On a eu Majdoline tout à l'heure qui a dit bonsoir. J'espère qu'elle est toujours là. Bonsoir Majdoline. Voudrais-tu rajouter quelque chose, Gabriel? Alors, non, c'est comme on dit, si nous avions une suggestion à vous faire ben voilà, quelles sont les premières étapes? C'est ce que j'allais dire, indispensable à la réussite d'une start-up. Pour moi, comme l'a montré si bien Jeanne, il y en a 3. Il y a 3 étapes indispensables. La première, c'est le positionnement. On n'a fait que le répéter, mais vraiment, c'est une démarche absolument indispensable. Les fondations de votre start-up reposent sur le positionnement différenciateur. La deuxième, c'est l'obsession client. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez dans votre démarche à mettre d'abord en avant les désirs et les besoins de votre cible, de vos personas, en ayant bien défini qui ils sont. Et troisièmement, quand on est une start-up, évidemment, on n'a pas des moyens considérables, de s'approprier d'une manière cohérente et continue la stratégie digitale. Donc, ce sont les 3 premières étapes. Et ensuite, évidemment, en fonction de vos ventes, vous pouvez élargir votre activité. Tout à fait. Bonsoir Oussama. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Gabriel, tu souhaitais rajouter tout à l'heure, avant de lire la question, tu voulais préciser quelque chose? Mais c'est ça. Enfin, en fait, j'ai anticipé la question que j'ai perçue. Quelles sont les 3 étapes? Enfin, quelles sont les étapes? Et
on m'a devancé. Voilà, pour moi, c'est les 3 étapes indispensables, le positionnement, l'obsession client et la stratégie digitale. Alors, une carte de visite pour prendre contact avec votre agence. Avec plaisir, Oussama, on vous envoie ça. Et si je peux me permettre, vous aurez en plus le sourire de Jian. Et de Gabriel. Moi, je dirais, tu voudrais rajouter quelque chose, Gabriel? Que j'ai le sentiment. Je dirais que, ça fait partie de nos obsessions à Jian et moi. Je voudrais que vous testiez, si vous ne l'avez pas fait encore, l'inbound marketing. Parce que, voyez, on vous a présenté plusieurs cas de start-up qui marchent très, très bien. Laponie, Maison du Cerf, XPM, qui a été avant une start-up il y a 3 ou 4 ans. Je pense que c'est une démarche qui fonctionne très bien, l'inbound marketing, parce qu'on peut à la fois mettre rapidement en action les premières étapes, comme on a dit, et ensuite construire progressivement une véritable stratégie marketing et communication en tenant compte justement des succès des premières étapes. Très bien. Tout à fait. Et puis l'inbound, moi, j'insisterai sur le fait que, pour les startups, les porteurs de projets, les jeunes, les étudiants, les moins jeunes, aujourd'hui, on sait que tout le monde, en fait, peut se lancer. Enfin, si on parle beaucoup de startups aujourd'hui, c'est que le digital a créé cette opportunité. Tout On à est bien fait. d'accord. Donc, pour accompagner, donner plus de chances, en fait, de réussite à ces startups, et c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, ou de notre live d'aujourd'hui, c'est de mettre en place une communication dès le départ, enfin, une stratégie de communication qui est vraiment, qui repose sur des bases solides. Donc, un positionnement différenciateur, une analyse de la cible qui est très, très pointue, la mise en place d'un écosystème digital qui est cohérent avec le positionnement de la marque et sa signature, mettre en place une plateforme de marque, donc ça rentre dans le positionnement, c'est le logo, c'est la signature et tout cela. Et puis ensuite, eh bien, c'est la stratégie des appâts, c'est la stratégie de contenu que va devoir en fait mettre en place la startup régulièrement et la diffuser, que ce soit via de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing, digital hors digital, pour attirer à elle, ou en tout cas pour attirer à elle l'audience qu'elle cherche à avoir. Voilà. Donc faire ça, ça va économiser énormément de temps et énormément d'énergie. Moi, je ne peux pas parler des cas qu'on a accompagnés et sur lesquels on se rend compte que oui, en fait, on démarre et puis ensuite, c'est ensuite qu'on pense qu'on pense à travailler le branding. Or, le branding, on aurait pu le penser avant. La stratégie de communication, il faut des fois la penser avant, et quand on pense stratégie de com, il faut penser. Enfin, bref, il y a plein de cas de figure qu'on vit, que ce soit sur le marché français ou qu'on soit sur le marché marocain. Mais une fois qu'on fait, nous, notre recours, c'est de vraiment adopter cette démarche-là. Et puis, comme ça, on donne un max de chance à ces porteurs de projets, à ces start-upers, parce que être start-upper, c'est un esprit, c'est une prise de risque continuelle. Puis, pour les fonds d'investissement ensuite qui viennent par la suite, ils ont envie que ça marche. Parce qu'ils mettent de l'argent, ils investissent, ils y croient, ils ont envie d'y croire. Et ben, derrière, la stratégie de marketing et de communication qui doivent être mises en place doivent être fortes et solides. Et j'ai beaucoup parlé. Et c'est terminé pour moi. Gabriel, c'est vous? Et moi, je voudrais remercier l'auditoire, je voudrais remercier Jian également de notre commune passion pour l'inbound marketing. Et j'espère que si ce webinaire vous a permis de réfléchir, d'analyser, de vous poser un certain nombre de questions, nous aurons, Jian et moi, le plaisir de vous retrouver selon votre souhait. Super. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Jian. À tous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir, et on vous donne rendez-vous prochainement pour un autre live sur un autre sujet. À très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir.